Merci d'être présent ce soir autour d'Axel Kahn, d'Isabelle Queval et de Paul Lyonnais. Cette rencontre, c'est la seconde d'ailleurs à la FNAC, il y a eu une première rencontre à la FNAC Montparnasse, est organisée autour d'une série de DVD, Regard sur le sport, DVD produits par l'INSEP, l'Institut National des Sports, réalisé par Benjamin Pichery. Ces DVD, cette série de DVD a pour principe, si vous voulez, d'ouvrir la question du sport, de la sortir un petit peu, si vous voulez, du domaine dans lequel le sport est généralement confiné, à savoir une affaire que traitent les sportifs eux-mêmes ou les journalistes sportifs. Il semble qu'il faille dépasser à la fois l'angélisme qui voit dans le sport la réponse à tout. Dès qu'il y a un problème social, on envisage de construire des stades, comme si le stade en lui-même pouvait répondre aux problèmes sociaux, ou de l'autre côté, une sorte de diabolisation du sport, comme si le sport était lié à la violence, comme si le sport était l'expression aujourd'hui de toutes les dérives sociales. Donc cette collection consiste à faire intervenir des intellectuels, entre guillemets, des universitaires, venant de toutes sortes, à la fois des sociologues comme Paul Lyonnais, philosophes comme Isabelle Queval, médecins, mais également très soucieux des enjeux et des débats citoyens comme Axel Kahn, paléanthropologues comme Pascal Pic, philosophes comme Michel Serres, neurophysiologistes comme Alain Berthoz. Voilà, volonté, si vous voulez, de débattre de la question sportive à partir d'un certain nombre de points de vue qui permettent de traiter sur un mode à la fois critique, sur un mode à la fois pluridisciplinaire, cette question du sport. Je pense que l'omniprésence du sport dans la société fait sens. Et qu'à partir de là, effectivement, on peut aborder l'étude, l'analyse du sport à partir des angles très divers, ceux que vous citez au travers des entretiens que nous avons fait avec vous, mais aussi au travers de quantité d'autres disciplines. Vous avez cité la médecine, bien évidemment, de nombreux champs de la médecine sont concernés aujourd'hui par le sport, son évolution, le sport de haut niveau, les questions qui sont posées, etc. Et donc cette omniprésence est intéressante. Et moi je pense par ailleurs que les sens du sport sont hors du sport. C'est-à-dire, je ne crois pas, comme on l'entend souvent, que le sport produise de lui-même ni de la politique, ni de la violence, ni du racisme en tant que tel, mais qu'il est un certain reflet, il est immergé dans une société et qu'au travers de lui, cette société nous dit des choses. Et par conséquent, il me semble intéressant de se servir de cette omniprésence, et en particulier de l'omniprésence médiatique du sport de haute compétition, pour réfléchir à ce que la société nous dit justement de ce qu'elle est aujourd'hui. Axel Kahn. Tout d'abord, le sport, j'en parle comme un praticien du sport. Presque tout le monde est praticien du sport. Peu de gens peuvent nier que la pratique sportive est une des manières d'être qui intervient dans l'équilibre de la plupart d'entre nous. Je m'y intéresse également en tant que médecin, c'est-à-dire spécialiste du corps dans différentes formes d'expression, préservant sa mobilité, ses performances, étudiant les mécanismes de ses dépassements. En tant que médecin également, parce que je suis avec une particulière attention ce phénomène de grande importance sociologique qui explique les racines, les ressorts du dopage, qui n'est point uniquement lié, nous y reviendrons, et nous le savons, aux conditions de la commercialisation ou du nationalisme sportif, mais qui commence presque dans la pratique sportive amateur et solitaire, où quels sont ces mécanismes qui poussent réellement à se fixer un but qu'il s'agit de dépasser, au-delà même de ce que sont les limites individuelles. Je m'intéresse parce que, et je ne peux que le regretter, au début du siècle encore, les grands hommes, c'était Einstein, c'était Louis Pasteur au siècle dernier. Aujourd'hui, les grands hommes, ce sont les footballeurs, c'est Zidane, qui de loin occupent tout l'espace médiatique. Et donc,
le questionnement sur le cheminement par lequel le sportif a pris presque tous les espaces médiatiques, ainsi, progressivement, avec la grande vedette, en chassant toutes les autres formes d'expression de quelque chose. Le sport est l'expression du corps. Il y a d'autres formes d'expression. Est un des questionnements les plus intéressants pour quiconque veut étudier l'évolution de nos sociétés. Donc ma question est renversée. Comment peut-on ne pas s'intéresser au sport? Paul Lyonnais. Il me semble très important que la demande de faire ces CD, ces différentes productions, émane de l'INSEP. Donc émane d'un institut où se préparent des sportifs de très haut niveau. Car ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait en quelque sorte deux parallèles qui ne se rejoignaient que rarement. C'est-à-dire l'univers du sport, où l'on ne parle que du sport, et puis un autre univers qui est un univers où des intellectuels, différentes professions réfléchissent au sport. Mais il y a très peu de passerelles entre les deux, et si vous voulez, vous avez d'un côté l'équipe. L'équipe, par exemple, j'en parle parce que l'équipe ne fait, qui est naturellement un excellent journal, ne fait aucune recension de livres. C'est une décision rédactionnelle. Il y a une page de recension de livres uniquement dans l'équipe magazine. Donc il y a deux univers qui ne se côtoient pas, et il y a peu de passerelles. Et donc l'intérêt de ces productions, c'est justement que ça émane d'un endroit où on réfléchit à la préparation des sportifs de haut niveau. Je crois que intrinsèquement, toute activité physique, avant même d'ailleurs d'être activité sportive, est marquée par cette tension, cette ambivalence entre l'accomplissement de capacités, de potentialités et le dépassement de ces mêmes capacités et potentialités. C'est-à-dire que dans toute activité physique, il y a une tension entre la visée d'un bien-être et d'un équilibre, et la visée d'un mieux-être, d'un dépassement, d'une performance. Alors, sans marquer une rupture qui serait véritablement une antinomie, ce qu'on peut dire, c'est que l'Antiquité et le Moyen-Âge sont marqués par une représentation aristotélicienne du monde et de la nature, qui voit la nature comme une mère nature, c'est-à-dire comme un modèle d'ordre et de finalité, qui pour l'homme n'est pas dépassable. C'est-à-dire que l'homme s'inscrit dans cette représentation naturelle et ne peut imaginer ni la dépasser, ni l'outrepasser, ni la transgresser, au sens où son progrès à lui serait en quelque sorte supérieur ou dépasserait ce que la nature propose justement comme modèle. Ce qui marque la modernité, c'est l'abandon partiel de cette idée, notamment avec cette phrase de Descartes qui nous dit « se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est ça le but de la physique ». Et à partir de là, s'inscrit pour l'homme le projet, non seulement effectivement au travers de la médecine par exemple, de restaurer ou de prévenir la santé, non seulement de cultiver à partir du XVIIIe siècle une santé qui améliorerait le destin individuel, et puis bientôt, pour ce qui va concerner le XXe siècle, une capacité à transformer la nature, c'est-à-dire potentiellement aussi à la transgresser. Alors, pour revenir à votre question de tout à l'heure, ce qui me paraît intéressant dans le sport, et en particulier dans le sport de compétition, et encore plus sûrement dans ce sport de haut niveau qui est une invention de la deuxième partie du XXe siècle, véritablement dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant dans ce sport de haut niveau, c'est qu'en quelque sorte, il illustre, il emblématise ce culte du progrès, ce culte de la performance dans lequel nous, modernes, nous sommes inscrits depuis l'époque des Lumières. Et à travers lui, on perçoit évidemment une extrémisation d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de facteurs qui se manifestent effectivement dans un culte de la performance physique, de la performance corporelle, du dépassement de cette performance, de la technicisation de cette performance avec des techniques, des matériaux, des matériels, une science des entraînements toujours plus poussée, et bien évidemment au travers de la question du dopage qui, au-delà ces effets qui sont combattus aujourd'hui, c'est-à-dire ces formes chimiques, pharmacologiques qui sont nocives, toxiques pour la santé, laissent aussi à penser de nouvelles formes, c'est-à-dire des formes
éventuellement génétiques, des formes qui prendraient l'aspect de nanotechnologie insérée dans le corps humain, ou même se pose la question au travers des exosquelettes, c'est-à-dire des prothèses aujourd'hui utilisées par des sportifs handicapés, de l'artificialisation du corps et de l'artificialisation de la performance. Tout d'abord, la question n'est pas simple à plusieurs titres. Elle n'est pas simple s'il s'agit de définir les limites entre l'entraînement licite et le dopage illicite. Il y a en réalité un continuum. Un exemple bien connu, il est licite d'aller s'entraîner à Mexico ou bien sur les hauts plateaux des Andes, au-delà de 3500 mètres d'altitude, pour augmenter sa masse sanguine grâce à une hypersécrétion de l'hormone érythropoïétine telle qu'elle se produit à basse concentration d'oxygène. En revanche, avoir le même résultat en s'injectant de l'érythropoïétine est illicite. Le résultat physiologique est exactement le même. Exactement le même. Nos athlètes, quand ils vont s'entraîner à Font-Romeu, se dopent de manière licite. Deuxièmement, il y a une extraordinaire ambiguïté d'un point de vue purement moral. C'est que, a priori, le dopage est immoral. Le dopage, en ce qu'il contrevient à la morale sportive, est souvent présenté même comme l'un des archétypes de l'immoralité. Mais si j'oublie cette image-là, et si je me replace dans la vision simpliste du scientifique, du médecin notamment, quel est le but d'une science humaniste et de la médecine? La médecine a des fois été inhumaine, mais a en tout cas un dessein humaniste. Il est d'essayer de compenser les inégalités de la nature. Faire en sorte que le malade affaibli puisse recouvrer ses forces. Faire en sorte que la personne handicapée puisse avoir un plein accès à la citoyenneté, à la cité, au bâtiment, que sais-je. Si bien que, en soi, le dessein d'une action dont le but est de compenser des inégalités physiques est un dessein éminemment moral. Il n'y a pas plus moral que ce dessein-là. Et à ce titre, en poussant le paradoxe jusqu'à son terme, l'on pourrait prétendre que le dopage est éminemment moral, puisqu'il existe des inégalités physiques entre les sportifs qui sont absolument inacceptables. Pourquoi accepter que le gros balèze arrive toujours à écraser le petit maigrelet? On ne peut se contenter de la présentation de ce paradoxe pour accepter le dopage. D'une part, c'est une tricherie par rapport à une activité qui a ses règles, et la tricherie n'a jamais de valeur morale en soi. Après tout, on a dit, le sport est un jeu, le jeu a ses règles, chacun qui le pratique est censé les accepter, et tricher, être dans une société où certains les observent et d'autres ne les observent pas, peut être sur le plan moral certainement contesté. Un autre aspect, c'est l'aspect le plus intéressant, c'est que ce dessein de compenser les inégalités ne réussit jamais à produire ses effets. Parce que, prenons l'exemple, nous avons deux cyclistes. Il y en a un qui a vraiment des capacités importantes, et il y en a un autre qui est vite essoufflé. Celui qui est vite essoufflé prend de l'érythropoïétine et bien d'autres choses encore, et arrive à doubler le bon cycliste dans l'école. C'est inacceptable pour le bon cycliste. Que fait-il? Il se dope lui aussi pour retrouver sa supériorité naturelle. Si bien que le dopage est la transformation progressive d'une compétition entre des athlètes, des compétiteurs qui sont limités uniquement, on a parlé, par les éléments de nature, par les limites de leur nature, telles que développées éventuellement par l'entraînement, en une compétition entre des athlètes tous dopés. Or, le dopage, par ailleurs, est nullement précautionneux de l'avenir et de l'épanouissement durable à long terme des personnes. Et en cela, il peut être contesté sur le plan moral. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite un certain effort intellectuel que d'expliquer pourquoi, malgré tout, on peut effectivement accepter l'affirmation selon laquelle le dopage est immoral. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Et la véritable spécificité du dopage sportif, c'est d'être traité sous cet aspect moral, dans un univers
où la règle, effectivement, est fondamentale, alors que, et par contraste, avec une société qui, par ailleurs, consomme des médicaments, des drogues, des produits dopants, de manière tout à fait, d'ailleurs, opaque la plupart du temps, afin d'améliorer les performances. Il y a vraiment deux poids, deux mesures dans ce traitement de la question du dopage, qui permet, là encore, de porter un éclairage spécifique sur le sport et ce que la société essaie de nous dire à travers lui. Car finalement, dans cette vision morale du sport ou dans cette vision idéalisée de la règle, on a une sorte de projection d'un idéal démocratique qui se produit, à savoir dans le sport, l'égalité des chances fonctionnerait, l'ascenseur social fonctionnerait, c'est-à-dire que le meilleur gagne selon son effort, selon son entraînement, selon ses qualités propres, etc. Et une sorte de transparence, de pureté fonctionnerait dans le sport alors qu'elle ne fonctionne plus dans la société par ailleurs ou dans la démocratie par ailleurs. Et donc il y a cette attente que le sport en quelque sorte soit le dernier repère de pureté ou une sorte de contre-société vertueuse où fonctionnerait la règle mieux qu'elle ne fonctionne par ailleurs. Je crois quand même que le principal problème du dopage, indépendamment de ses conséquences sur la santé, mais pour moi, je dirais, si vous voulez, c'est un argument un petit peu biaisé, parce que si on veut vraiment protéger la santé des sportifs de haut niveau, il faut leur interdire de faire du sport de niveau. C'est très mauvais. Actuellement, il y a un joueur de Lyon, un joueur de football, Reveillère, qui a refusé de se faire opérer d'un problème du genou, parce qu'il il a voulu tenter une solution qui est généralement refusée, parce que c'est une solution qui n'est pas productiviste, et qui consiste à renforcer des zones musculaires plutôt que de passer sur une table d'opération, parce qu'il sait très bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il aura des problèmes d'arthrose s'il est opéré. Mais l'intérêt du club serait de le faire opérer. Résultat, il s'est fait gérer l'entraînement il y a 2 jours. Donc, simplement un point, oui. Vous avez évidemment raison, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part dans la dangerosité du sport. C'est sûr que la meilleure manière de faire de vieux os est de ne pas faire de sport de compétition, ça c'est clair. Quand vous regardez la longévité des sportifs de compétition, elle est de 10 à 12 ans inférieure, voire 15 ans inférieure à celle des personnes en général. C'est une donnée tout à fait nouvelle dans le sport. Absolument. Ce que je ne sais pas, et personne ne peut le dire encore, c'est quelle est la part qui joue le dopage. Le dopage, il joue une part qui est non négligeable. Oui, c'est ça, voilà. Le dopage crée des ruptures, quand même des ruptures dans ce qu'essaye d'instaurer le sport, c'est-à-dire des confrontations d'individus ou de groupes d'individus sélectionnés en fonction de leur qualité, je dirais, naturelle, même si on peut contester l'usage de ce terme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout le système du sport de compétition consiste à classer les individus par groupe de niveau, de façon à ne faire se rencontrer que des compétiteurs qui soient de valeur sensiblement égale. Le problème pour moi principal du dopage, c'est qu'il a, vis-à-vis du point de vue du sport, de l'intérieur même du sport, c'est qu'il crée le chaos. Alors que dans la société, il ne crée pas le chaos, puisqu'on n'est pas toujours en train de mesurer, ni d'opposer des égaux, ni d'être dans des domaines d'activité où on pourrait faire des comparaisons à partir de données objectives. Alors, je donne un exemple, par exemple la littérature. Donc, personne ne va dire que par exemple Sartre ne vaut rien parce qu'il boulottait des doses infernales de coridrane. Donc si vous voulez, ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas d'échelle de comparaison possible entre les écrivains. Mais nous sommes dans une société où le mal absolu est l'arrêt de la progression. C'est l'immobilité. L'immobilisme d'ailleurs est la pire injure que l'on puisse faire à un courant politique, à l'action d'un ministre. Sa politique est caractérisée par l'immobilisme. Il faut bouger, il faut avancer, il faut se dépasser, même quand le progrès est remplacé par le bougisme, si je puis m'exprimer ainsi. Le sportif qui, à un moment donné, se fixe un objectif. Et puisqu'il y a en effet compétition vis-à-vis de soi-même, un sportif ne peut pas ne pas se fixer un objectif. Esthétique s'il est danseur, ou bien de temps s'il est coureur, de hauteur s'il est sauteur, etc.
Il y a un moment où, en une période, il atteint des limites qu'il peut dépasser par l'entraînement. Et puis il y a un moment où, soit parce qu'il ne peut pas s'entraîner plus, soit parce que de toute façon il a atteint des limites naturelles, il est à son maximum. C'est insupportable. Alors même que tout dans la société dit qu'il ne faut jamais être à son maximum et toujours être capable de se dépasser. Dépassez-vous, mesdames et messieurs, c'est insupportable. Et par conséquent, face à ce caractère qui est totalement insupportable, la question des moyens de ne pas le supporter, comme dirait M. de la Palisse, se pose. Est-ce qu'on ne retrouve pas, au fond, dans le progrès et dans le sport de compétition moderne, cette même ambiguïté entre un progrès quantitatif, une accumulation, un accroissement de connaissances, un accroissement de, je sais pas, des forces productives, et un progrès qualitatif? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de confusion? Parce qu'on peut courir de plus en plus vite. En quoi cela confère-t-il une qualité supplémentaire? En quoi cela valoriserait-il finalement celui qui réalise cet exploit? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conjonction quasi miraculeuse entre l'accroissement quantitatif et la progression qualitative? Il se trouve que l'inscription du sport de compétition dans cette dynamique donc initiée au XIXe siècle de rationalisation du corps et de quantification de l'effort humain fait que la performance sportive est une performance quantifiée et que tout est fait dans le commentaire sportif, dans les statistiques, dans les émissions de télévision dédiées pour nous ramener toujours aux chiffres et à la comparaison. Donc le chiffre prévaut. Alors il y a effectivement un décalage qui peut s'opérer entre le palmarès ou le chiffre objectif d'une performance, celle qui effectivement permet de déterminer tel ou tel grand champion du moment, et puis du point de vue individuel, alors de la part du champion comme de la part du sportif ordinaire, ce qui est du ressort d'une quête subjective, voire de la quête d'un absolu, qui fait que parfois on s'étonne qu'un grand champion veuille encore continuer alors qu'il est blessé, alors qu'il a déjà tout un palmarès accompli, alors qu'il est lui-même dans une quête personnelle. On le voyait très bien par exemple avec le coureur automobile Ayrton Senna qui disait lui pendant la course être dans un au-delà, il était dans un ailleurs qui n'avait plus grand-chose à voir avec le nombre de premières places qu'il avait réalisées dans sa carrière, mais qui était véritablement de l'ordre de la quête d'un absolu. Alors effectivement, peut-être davantage qualitatif. Pour rebondir sur ce que vient de dire Axel Kahn, je crois que nous sommes en plus dans une période où nous avons le fantasme d'un corps maîtrisé. La technique, la médecine ne cesse d'entretenir ce fantasme d'un corps qu'on pourrait quasiment qualifier de rationnel, c'est-à-dire un corps mieux su, un corps désiré, un corps voulu qui nous permet certes de vivre plus longtemps qu'autrefois et d'avoir cette espérance de vie plus longue qu'autrefois, mais qui entretient aussi ce désir, cette activité de produire son corps, de le sculpter par les différents moyens médicaux, diététiques, sportifs, et à partir de là, effectivement, aussi de l'instrumentaliser. Quand vous comparez effectivement la performance sportive et la performance sexuelle, on voit bien dans la retranscription qui est faite de cette performance sexuelle ou des émissions dédiées aux performances sexuelles qu'il y a une instrumentalisation du corps qui ressemble à l'instrumentalisation qu'il y a dans la recherche de la performance sportive. Aussi parce que nous le connaissons mieux, parce que nous avons aussi d'une certaine manière médicalisé l'ensemble de nos comportements et qu'à partir de là, sachant, nous nous autorisons à vouloir. Et sachant, nous nous autorisons à projeter un corps, effectivement, qui va répondre à notre désir de performance. Alors que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine sexuel, que ce soit parfois dans une volonté de surpasser la douleur. Je pense à un témoignage de Muriel Urtis, donc la coureuse de 200 mètres, l'athlète, qui disait finalement après son accouchement, j'étais parfaitement préparée à cette douleur de l'accouchement parce que certaines séances très difficile d'entraînement à la course à pied, donc aux 200 mètres, au sprint, m'avait préparée à cette douleur et elle comparait la maîtrise qu'elle avait eue de la douleur dans le cadre de son accouchement à la maîtrise et à l'habitude qu'elle avait de la douleur dans le cadre de l'entraînement sportif. Donc il y a bien cette perspective tout à fait contemporaine où nous pensons, alors à tort ou à raison, que nous pouvons produire, maîtriser, mieux connaître et d'une certaine façon projeter ce corps qui va être performant et qui va être sculpté selon nos désirs. Si l'on admet qu'il y a du sacré
lorsqu'au cours d'une cérémonie, l'invisible devient visible, ce qu'on peut dire, c'est que dans le sport, on a une répétition de ces liturgies où la société apparaît en tant que telle, c'est-à-dire comme un collectif, comme une communauté, et de façon unie. Et je dirais que le sport, effectivement, a résolu l'un des problèmes de la société contemporaine, qui est de faire émerger directement le sacré du profane, et non plus du religieux. Autrement dit, nous sommes sans doute arrivés à la fin d'une période qui remonte, les discussions sont ouvertes, où le religieux avait capté la propension des sociétés à produire du sacré. Et le sacré apparaît de plus en plus maintenant dans le profane. C'est avéré et étudié, mais nous vivons depuis la fin du XXe siècle une perte des grandes transcendances politiques et religieuses qui structuraient la vie des individus et leur donnaient l'espoir d'appartenir justement à des collectifs et de fonctionner en référence à ces collectifs, que c'est une part de l'explication de l'individualisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel nous avançons, mais c'est aussi une explication du matérialisme sur lequel, en quelque sorte, nous nous sommes rabattus, puisqu'il n'y a plus d'espoir dans des ailleurs, dans des au-delà que fournissait autant la politique que la religion. Et ce matérialisme explique, lui aussi, en partie, à quel point nous investissons dans le corps, comme si, d'une certaine façon, l'espoir venait par le corps. Le nôtre, celui que nous voyons en mouvement esthétique et sportif, et notamment au travers de la performance. Et cet investissement massif dans le corps, évidemment, fait du corps une sorte de jugement dernier de nos actes au quotidien, d'où l'intérêt calculateur, capitalisant que nous avons sur la bonne santé, sur la bonne forme, sur les performances de toutes sortes auxquelles nous sommes attachés. En réalité, de grands phénomènes d'engouement sportif, dans l'Espagne franquiste profondément catholique, l'extraordinaire dynamisme du sport d'une Amérique qui est tout sauf réellement laïque, le nombre de sportifs qui se signent avant que d'entrer sur le stade, de commencer un combat, m'indique qu'en réalité, il n'y a pas de remplacement de l'un par l'autre. En revanche, vous avez bien évidemment raison, qu'il y a un phénomène par moment de sacralisation du sportif. Le rapport qu'il peut y avoir, c'est en relation avec une vision du sacré qui a été mise à bas à partir du XVIIIe siècle, durant toute une période, et c'est vrai encore dans certains pays d'islam, par exemple, dans certaines conceptions de l'islam, la recherche des plaisirs du corps sur terre, de l'épanouissement du corps, ne pouvait être un objectif assigné aux individus. L'objectif était la communion avec Dieu, la préparation de son avenir dans la vie éternelle. Cela ne pouvait être réellement quelque forme d'épanouissement. Le sport ne peut prospérer que dès lors que l'injonction de Saint-Just, le bonheur, une idée neuve en Europe, s'est imposée. C'est tout à fait évident. Mais cela peut encore être compatible avec une modification du sacré et ne prospère pas obligatoirement là où a disparu le sacré. Ils peuvent être conjoints. Lorsque vous essayez de convaincre une jeune fille ou un jeune homme de ne pas fumer en lui disant « si vous fumez, vous aurez un cancer du poumon à 50 ans », c'est d'une inefficacité totale, complète. Parce que l'objectif d'un jeune homme ou d'une jeune fille, la manière dont il voit sa réalisation, à un moment donné, n'a rien à voir avec le risque décalé de l'arthrose, du cancer du poumon, de l'athérosclérose, etc. Rien à voir. C'est dans un tout autre domaine, mais qui est conjoint, c'est l'espèce de moralisme par lequel l'on va évidemment condamner telle personne en état de détresse extrême, du quart-monde, des sans-abri, qui en permanence picolent et fument, etc., etc. Si vous les approchez en leur expliquant que ils se mettent à mort comme cela à brève échéance, même pas à 30 ou 40 ans de là,
on ne vit pas longtemps dans la rue. Votre discours tombe à plat, car ce n'est pas du tout leur problème. Leur problème, c'est de vivre au lendemain, de vivre au surlendemain. Ce n'est pas du tout ce qu'ils seront 2 ans après. Un jeune, à un moment donné, dans ses aspirations, il a des aspirations, il a un projet, et la réalisation de l'aspiration, la réalisation du projet est immense par rapport à ce que pourrait être le risque de ce qu'il adviendra de lui à 50 ans ou 60 ans. Si bien qu'il s'agit d'une problématique qu'il est très difficile de poser en les termes où vous le posez. En revanche, là où je vous rejoins totalement, c'est que l'une des raisons qui m'amène à être opposé au dopage, c'est que le dopage a comme fonction principale de dépasser tous les signaux d'alerte qui limitent la performance. Or, ces signaux d'alerte, je suis darwinien, biologiste, ces signaux d'alerte sont des signaux, des limites biologiques, comme vous disiez, que l'évolution des espèces a retenus en tant qu'ils préservaient, lors des dépassements, des mises en danger des personnes, de leur capacité de se reproduire, etc., etc. Si bien que tous les moyens qui permettent de repousser ces limites sont effectivement des moyens dangereux. Et une des raisons principales qu'il y a, et même à s'opposer à la médecine qui permet de dépasser les limites naturelles, c'est toujours dangereux, c'est que ces limites naturelles, ce sont des garde-fous de sécurité que l'évolution a conservés parce qu'ils sont bénéfiques à l'homme. Et il faut le savoir, il faut le savoir. Si bien que si on y parvenait, maintenant je crains qu'il ne soit pas possible de faire marche arrière, si on y parvenait et si on arrivait à lever, là encore c'est impossible, à lever ce stimulant psychologique qui amène chacun d'entre soi dans son dialogue singulier à dépasser la limite qu'ils étaient auparavant fixés, ou sinon à en être totalement détruits, il serait important de dire que la vraie compétition, c'est la compétition qui est limitée par les limites que la nature nous a imposées. Voilà. Parce que c'est un élément de sécurité et c'est sans doute ce qui préserve le plus notre avenir. Et puis qui pourrait préserver, après tout, une compétition acharnée de personnes qui mettent 1h15 pour monter un col ou de personnes qui mettent 55 minutes. Si on ne savait pas que d'autres avaient mis 55 minutes auparavant, ça a le même intérêt. Ça a exactement le même intérêt. Mais il sera difficile de revenir en arrière.